Alors, c'est maintenant la partie interview de Max et Bruno. Et cette semaine, on a le privilège, la chance d'avoir un champion du monde, une vedette internationale, un gars de chez nous, un gars que ça fait très longtemps que je connais. Je te dirais 20 ans que j'ai rencontré pour la première fois. Georges Saint-Pierre est avec nous. Georges, comment ça va? Bonjour les gars, ça va bien, vous? Ça va super bien, super bien. Très bien. Merci de prendre le temps aujourd'hui. Premièrement, t'es où? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce qu'on te suit sur les réseaux sociaux, on voit, on dirait que tu fais mille et une affaires. Qu'est-ce qui occupe ton temps présentement? Ben, pour le moment, comme tout le monde, hein, tout est fermé. Alors, je fais tous mes trucs de business via Zoom. Je m'entraîne, mais je m'entraîne dans ma piscine. Je m'entraîne aussi dans les parcs. J'essaie de... En ce moment, je suis plus à la maison, là, tu sais, à la piscine. J'ai des instruments avec lesquels je travaille. Alors, ouais, c'est ça. J'essaie de garder la forme, de garder le moral comme tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose, parce que tu parles d'entraînement, tu as pris ta retraite de la UFC, est-ce que c'est quelque chose que tu as tout le temps gardé? Est-ce que c'est une passion pour toi? Est-ce que tu t'entraînes avec un objectif présentement? Non, je m'entraîne seulement pour le plaisir. J'aime être en forme, j'aime les arts martiaux parce que pour moi, ça me donne de la confiance. Ça, c'est peut-être à cause de mon passé, mais ça fait partie de ma vie courante de tous les jours. Et on dit en anglais, on appelle ça un martial artist, un artiste d'arts martiaux. Ça se traduit pas très bien, mais quelqu'un qui est un artiste d'arts martiaux, c'est quelqu'un qui fait pas seulement de l'entraînement pour se préparer pour une compétition. Il fait ça pour lui-même, pour sa santé. Puis pour moi, c'est plus aussi, c'est pas seulement pour la santé physique, c'est aussi une thérapie pour moi. Alors, ça me fait sentir très bien dans ma peau. Certainement une drogue. Nous sommes... Tu veux pas, on est des anciens athlètes aussi. Moi, j'ai besoin de m'entraîner. Comme tu dis, dans ma journée, je m'entraîne pas. Ça va pas bien. J'ai vu cet hiver que tu faisais un entraînement spécial. Puis j'aimerais ça tout de suite booker ton temps pour l'année prochaine parce que j'ai beaucoup de déneigement chez nous. J'ai une grande cour. Puis je voyais quand tu faisais la gymnastique, je trouvais ça écœurant. Ça faisait vraiment partie de ton warm-up de déneiger le 400 mètres? En fait, non, parce que ce qu'on faisait, c'est que j'aime courir sur les pistes de course parce que quand je cours pas, je sprint. Mon entraînement est fait plus comme un sprinter parce que si je ferais juste courir, je pourrais faire du jogging dans la rue. Donc, j'ai besoin de la piste de course pour mesurer les distances. Je travaille beaucoup avec des 40 verges, des 100 mètres, des 200 mètres, 300 mètres et 400 mètres. Je cours jamais plus que 400 mètres. Je pense que j'ai jamais couru plus que 400 mètres dans toute ma vie. Alors, Ironman et tout ça, c'est pas fait pour moi, ces affaires-là. Fait que si quelqu'un arrive et il te vole un portefeuille, il y a 400 mètres. Il faut qu'il réussisse à passer 400 mètres, puis il est correct. Il y a 400 mètres, mais le 400 mètres, il va falloir qu'il court vite. Je cours assez vite pour le rattraper. Mais s'il passe à 400 mètres, d'après moi, il y a des bonnes chances de s'en sortir. Tu arrives avec un coup de pied en arrière de la tête. C'est mieux de courir vite. Mais dans le fond, là, Georges, l'entraînement fait partie de ta vie, de ton quotidien, de ta routine. Mais c'est quoi les autres projets? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quoi Georges Saint-Pierre qui fait présentement? Une fois qu'il a fini son entraînement, tu as déblayé tout ça, tu as couru, tu as fait ton entraînement, les bains chauds, ton espèce de routine de santé physique. C'est quoi les projets là, depuis les combats puis la UFC? Je suis des cours de jeu aussi. Je suis des cours de acting pour les auditions, des cours pour la caméra, des cours pour le théâtre. Des cours d'anglais aussi pour nettoyer mon anglais, parce que mon anglais est pas mal... je parle anglais, mais je fais beaucoup d'erreurs quand je parle, puis j'ai un gros accent. Alors, je fais ça aussi parce que j'ai eu la chance de travailler dans un projet pour Disney qui s'appelle The Falcon and the Winter Soldier. C'est le faucon et le soldat d'hiver. Ça fait un peu... ça fait un peu bizarre quand on traduit ça, parce que ça marche pas vraiment, mais bon... j'ai joué dans cette série-là, puis en ce moment, c'est sur Disney. C'est une série qui a 6 épisodes. Puis ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités dans le monde du cinéma. Puis le cinéma, c'est comme le sport, c'est quelque chose qui se pratique. Puis je suis conscient que là-dedans, même si athlétiquement, je suis capable de faire plusieurs cascades, pour le jeu, je dois recommencer à la ceinture blanche.
Alors, il faut que je suive des cours pour me former. Puis ça fait 2 ans en ce moment que je suis des cours intensivement à chaque semaine. Là, c'est plus difficile parce que tous les endroits sont fermés, donc ça se fait par Zoom et par vidéo comme ça. Wow. Oui, bien pour pour les gens à la maison, là, si tu joues le rôle de Batroc de Leaper, est-ce que ça se traduit sûrement pas, hein? Bien, le Leaper, c'est celui qui saute haut. Mon personnage, c'est un mercenaire d'origine française. Il fait des arts martiaux. Il est champion de savate. Puis, il est champion aussi de powerlifting, d'haltérophilie. C'est pour ça qu'il saute très, très haut. Il n'a pas de super pouvoir, mais c'est quelqu'un qui, normalement, c'est un vilain. Il est plus avec les méchants qu'avec les gentils. Et il n'y a pas de code moral. Il fait tout ce qu'il fait, il le fait pour l'argent. C'est ça. C'est en fait, je suis apparu dans Winter Soldier, le soldat d'hiver, quand j'ai un combat contre Captain America, puis je me suis fait battre, mais mon personnage n'était pas mort. Donc, ils m'ont fait revenir pour la série de Le Faucon et le soldat d'hiver. Et là, je reviens, mais je reviens plus fort. Ils m'ont donné plus de temps à l'écran, puis ils ont fait en sorte que mon personnage est plus puissant. Ça veut dire que Batroc, il s'est amélioré depuis sa dernière sortie contre Captain America. Il est rendu plus fort qu'il était. Comme toi, avec l'entraînement, il s'est développé encore plus. OK, mais là-dedans, parce qu'on entend des fois parler les acteurs, quand ils veulent entrer dans un rôle, à quel point ils essaient là, de se fondre là-dedans, de se mettre dans les souliers. Est-ce que tu fais ce travail-là aussi, de visualiser puis d'essayer de... Tu te promènes chez vous puis tu te prends pour lui un peu pour justement incarner ton personnage comme il faut? Bien, peut-être pas à ce point-là, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de ressemblances entre le sport que je fais et un acteur. Parce que moi, j'ai joué toute ma vie. Toute ma vie, quand je marchais vers l'octogone, j'étais effrayé, extrêmement inconfortable, puis j'avais peur. Par contre, je laissais sous-entendre dans mon apparence physique que j'étais excité d'être là, j'étais content, j'étais heureux, puis j'inspirais la confiance. Donc, je jouais toute ma carrière. De la même façon aussi, à l'entraînement, quand on se prépare pour un combat, on fait plusieurs répétitions de différents scénarios qui peuvent arriver dans le combat. Mais par contre, quand on arrive dans le combat, on se rend compte très rapidement que notre adversaire n'est jamais comme on pensait qu'il était, il est toujours différent. Dans le jeu, c'est la même chose. On peut préparer une scène autant de fois qu'on veut. Mais quand on arrive sur le plateau, on se rend compte que la réaction des acteurs avec qui on joue elle peut être différente. Aussi que le décor est différent, alors ça change tout. Je pense vraiment que les meilleurs athlètes, les meilleurs acteurs, c'est un peu comme Bruce Lee disait. Il faut être comme de l'eau. Be like water, my friend. C'est ceux qui arrivent à s'adapter à toutes les situations. C'est tellement intéressant. J'ai regardé hier soir sur YouTube une scène de combat avec Jean-Claude Van Damme. Je pense qu'il était un de tes idoles. Tu as eu la chance de faire ça, c'était écœurant, mais j'ai pas été la trouver dans la bonne langue, donc je pense que c'était en espagnol. Là, je comprenais pas, j'aimais pas ça. Mais c'était écœurant. Qu'est-ce que tu aimes le plus de cette nouvelle passion, nouvelle carrière-là? Puis qu'est-ce que tu peux trouver qui est le plus difficile quand tu arrives sur un set de tournage? En fait, oui, j'avais fait des petits jobs comme ça auparavant, mais j'étais trop occupé à compétitionner au UFC. Alors, je suivais pas de cours. Je faisais ça vraiment parce que ça me faisait plaisir de le faire, puis il y avait beaucoup d'argent à prendre. J'ai eu la chance aussi de me faire battre par Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal. Alors, c'est quelque chose qu'à 70 ans, je vais pouvoir regarder puis dire aux gens, « Hey, j'ai joué dans un film avec Jean-Claude Van Damme puis Steven Seagal. » Ça va être vraiment, pour moi, c'est vraiment une fierté. Par contre, ça fait 2 ans maintenant que je suis des cours, donc tous les projets que je fais maintenant, c'est vraiment, je me force parce que c'est comme un peu, si tu performes pas bien, ça peut être une tâche sur ta fiche, un peu comme un combattant qui a une défaite. Alors pour moi maintenant, c'est vraiment quelque chose que je prends très au sérieux, je prends beaucoup de cours et à partir de maintenant, les projets dans lesquels que les gens vont voir, c'est des projets que j'ai travaillé, puis je me suis donné cœur et âme. Les autres choses que j'ai faites auparavant, je les ai faites, mais je n'étais pas bien préparé. Puis je le faisais plus parce que ça me faisait plaisir, puis c'était un petit rôle comme ça. C'était un film de série B qu'on appelle. Par contre, là, maintenant, les nouvelles choses, ça va être différent. Puis c'est vraiment excitant pour moi. C'est un nouveau challenge. Puis c'est comme un retour à zéro parce qu'il faut que je recommence, si je fais une analogie, il faut que je recommence ceinture blanche.
puis que je remonte les échelons puis pour arriver à ceinture noire un jour. Mais est-ce que c'est en train de nourrir tes ambitions, de dire, OK, là je me prépare, je fais ces cours-là, là, je suis capable d'augmenter la qualité, là, les projets, les opportunités se présentent. Est-ce que tu veux grimper dans cette échelle-là le plus haut possible? Puis est-ce que tu te vois déjà... Est-ce qu'il y a déjà des objectifs pour toi, là, lointains, de je vais produire mes choses, je vais faire quelque chose, je vais créer quelque chose là-dedans? C'est comme dans le sport, tu peux pas mettre un jeune hockeyeur directement dans la Ligue nationale parce qu'il va briser. C'est un peu la même chose en acting. Je commence à prendre des petits rôles, j'ai fait des petits caméos. Après ça, je vais prendre des rôles qui me donnent plus de temps à l'écran, puis tranquillement, pas vite, je vais augmenter les responsabilités que je vais avoir. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est sûr que je pourrais arriver puis prendre un rôle principal, mais je ne sais pas si je serais capable de prendre ça sur mes épaules parce que j'ai peut-être pas l'expérience requise pour le faire. Alors pour moi, c'est important d'écouter les conseils de mes agents, puis d'y aller étape par étape. Puis je suis pas pressé. Écoute, j'ai la santé, je le fais pour le plaisir, je manque pas d'argent. C'est vraiment un nouveau challenge pour moi, puis je m'amuse beaucoup à faire ça en ce moment. C'est très cool. Écoute, pour les gens à la maison, ceux qui n'ont pas écouté ou regardé l'entrevue de Georges avec Joe Rogan, je suis un big fan de lui, puis c'était écœurant. Georges, votre entrevue était super intéressante. C'est facile de la retrouver dans Spotify, là, dans les podcasts les plus populaires, juste en dessous de Max et Bruno. Ouais. C'est souvent Joe Rogan. C'est ça. Puis de là, ils peuvent l'écouter. Elle est écœurante. Ouais. Je pense que tu passes 2 jours là, à jaser avec Joe Rogan, mais elle est écœurante. Oui, puis Bruno, en fait, aujourd'hui, pour sa préparation d'entrevue, il a juste comme copié toutes les questions à Joe. Ouais. Fait qu'on s'en va là. Mais... On va faire ça en 5 heures. Non, sérieusement, écoute, moi, ça fait 2 ans que j'ai arrêté d'être un joueur de hockey. Bruno, ça fait 3-4 ans. Toi, ça fait 3-4 ans aussi depuis ton dernier combat. Il est un petit peu agacé avec... puis tout le monde veut savoir, là, est-ce qu'il Georges va revenir? Khabib, tu disais que quand tu t'entraînais avec Freddie Roach dernièrement, si Dana White arrivait exactement au bon moment, tu étais sans part, puis tu te battais, bien là, tu dirais oui. Aujourd'hui, là, admettons, on n'a pas le choix de poser la question, est-ce qu'il y a une chance? Si oui, à combien de pourcents? Non, il n'y a pas vraiment de chance. Je faisais des blagues parce que je disais à Joe Rogan que la meilleure façon de me faire signer un contrat, c'est s'il arrive en 2 rounds d'entraînement, parce que quand je m'entraîne, je ressens la confiance. Quand on s'entraîne en sport de combat, on peut dire qu'on joue au hockey, on joue au baseball, mais on ne joue pas à se battre. Puis ça nous transforme en un personnage différent. Ça nous change vraiment au niveau psychologique. Parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de gentil et tout, mais quand que je mets les gants puis je commence à pratiquer des arts martiaux, le but, c'est comment tu peux arriver à gagner un combat. Donc tu es obligé de passer en faisant mal à ton adversaire. Puis ça t'amène à devenir quelqu'un de différent que je ne suis pas nécessairement dans la vie de tous les jours parce que j'aime pas vraiment me battre. Donc c'est pour ça que je faisais allusion à que si Dana White voulait que je retourne me battre, il y avait juste à se cacher puis attendre entre 2 rounds d'arriver avec le contrat, puis je le signerais directement. Mais en fait, Khabib, le combat avec Khabib, on a essayé de le faire avant, quand j'avais pris ma retraite. Puis le UFC a été clair, il voulait rien savoir. Khabib voulait le faire, je voulais le faire, mais l'UFC avait d'autres plans pour Khabib. Puis malheureusement, ça s'est pas produit. Et là, maintenant, je vais avoir 40 ans bientôt. C'est pas... j'ai tourné la page. J'attends plus après ces opportunités-là. Je peux pas me tourner les doigts, rien faire. J'ai d'autres choses, j'ai d'autres projets. Alors, la vie, elle continue pour moi. Bien, justement, c'est le fun de voir, tu as plein d'autres projets, puis tu parles avec la même passion de ces autres projets-là, puis ça, je trouve ça phénoménal. Et, tu sais, comme joueur, là, quand on a pris notre retraite, je suis sûr que c'est la même chose pour toi. Il y a un certain deuil à faire, puis on le fait tous différemment. Il y en a pour qui c'est plus difficile, c'est plus long. Il y en a pour qui c'est un peu plus facile. Justement, de te retrouver quelque chose, d'avoir quelque chose devant toi, ça peut aider. Est-ce que pour toi, quand tu as pris ta retraite, le dernier coup, est-ce que tu étais déjà en processus de deuil ou ça s'est fait plus tard, ce deuil-là, de dire, OK, gars, je ne remonterai plus jamais dans l'octogone? Non, je n'étais pas en deuil. Je voulais faire un dernier combat, c'était contre Michael Bisping, parce que je voulais finir bien ma carrière. J'avais pas bien fini la fois d'avant, puis c'était un peu
j'étais pas heureux mentalement de la façon que j'avais fini contre Johnny Hendricks parce que j'avais l'impression que j'avais laissé j'avais laissé plusieurs points d'interrogation. Par contre, j'ai fait le deuil en ce moment, puis je suis très heureux. Je suis très heureux avec la fin que j'ai eue, puis ouais, c'est ça. J'ai pas de regrets. Mais la chose, je pense, qui est importante pour un athlète quand on prend la retraite, parce que durant notre carrière, on vit tellement des émotions intenses. Il faut se trouver un autre objectif. Il faut pas être satisfait dans la vie. Quand on est satisfait, je pense que c'est la fin. Puis c'est là qu'on peut tomber en dépression, on peut être malheureux. Je pense qu'il faut toujours avoir un objectif en tête. Le danger, c'est pas de mettre ses objectifs trop haut puis de jamais les atteindre. C'est de mettre les objectifs trop bas, de les atteindre puis après d'être satisfait puis de plus avoir rien à faire. Pour moi, c'est ça. Donc pour moi, c'est important de toujours avoir un objectif puis de travailler pour l'atteindre. C'est la façon que je travaille dans la vie, puis c'est ce qui me reste motivé à vivre, en fait. Est-ce que tu t'es donné la chance de faire des choses que peut-être tu pouvais pas faire lorsque tu combattais? Est-ce que tu t'es trouvé des nouvelles passions qui occupent ton temps ou c'est vraiment plus, admettons, on te voit beaucoup faire de la business, des associations pardon, avec différents là, produits comme Hydro Révolution, Bet99, des produits de CBD. Est-ce que ça occupe ton temps et ça te passionne? En fait, le but ultime, je pense, de ma vie, que j'ai toujours rêvé d'avoir, c'était un peu la liberté. Je pense sincèrement qu'on n'est jamais libre à 100%. On travaille toujours pour quelqu'un. On a toujours des responsabilités. C'est impossible d'être libre à 100%, mais je pense que le but pour moi dans la vie, mon but personnel, c'était d'acquérir une certaine liberté du fait que je peux faire ce que je veux à peu près avec qui je veux puis à peu près quand je veux. Donc, j'ai acquéri ça. J'ai une liberté au niveau de la santé. Je suis en santé. Au niveau monétaire, j'ai de l'argent. Je peux partir n'importe où, n'importe quand, avec qui je veux. J'ai l'argent pour le faire, puis ça me dérange pas de le faire. Puis je peux faire ce que je veux avec qui je veux. Puis ça, pour acquérir cette liberté-là, c'est pas donné à tout le monde. Il a fallu que je travaille et que je fasse beaucoup de sacrifices. Pour moi, ça a passé par les combats. Puis j'ai acquéri ça. Mais pour acquérir ça, j'ai fait plusieurs choses que j'aimais pas faire. J'aimais m'entraîner et tout, mais j'ai jamais aimé me battre. Mais il fallait que je le fasse pour passer. C'était un sacrifice que je devais faire pour pouvoir un jour acquérir cette liberté-là. Là, c'est sûr que je suis à la retraite et tout, mais pour me garder motivé, je me fixe d'autres objectifs. Puis là, maintenant, c'est avec le jeu. Puis c'est comme ça que je vois la vie un petit peu. C'est pour ça que souvent, je vois des gens qui sont plus jeunes puis qui en arrachent, mais je leur dis, le but, en fait, la raison pour laquelle tu en arraches, c'est un jour, tu veux avoir une liberté. Mais que tu sois n'importe qui dans la vie, il faut que tu passes par ce processus-là pour atteindre cette liberté-là un jour que tu peux avoir. Bien, tu dis, puis je veux peser un peu là-dessus, parce que moi, j'ai joué avec des gars, mettons, j'ai joué à une époque où c'était plus fréquent d'avoir des toughs, des durs à cuire, des gars qui jetaient les gants. Puis j'ai joué avec des gars qui aimaient ça, qui étaient là parce qu'ils adoraient se battre. Puis j'ai joué avec des gars qui comprenaient, qui détestaient se battre, mais qui savaient que c'est la façon qu'ils pouvaient être dans l'équipe, c'est la façon qu'ils pouvaient monter, augmenter. Puis un peu comme tu dis, le lien avec ça, de créer cette flexibilité-là, cette liberté-là. Le fait que c'était dur pour toi, tu sais, que tu n'aimais pas ça, te battre, puis tu t'en parlais tantôt, tu descendais vers l'octogone, puis c'était la peur, puis... Comment tu as appris à gérer ça? Parce que ça prend, il faut une bonne gestion de ça pour justement te motiver puis continuer. Puis tu n'en as pas fait 3 combats, là, tu en as fait plusieurs. Tu es celui qui a défendu son titre le plus souvent, puis tu as eu des gros combats. Parle-moi de cette gestion interne de la peur, quand tu t'en vas vers un combat, de dire, OK, gars, ça en vaut la peine, puis comment moi je vais apprendre à vivre avec. La peur, c'est normal. Si tu as peur, c'est parce que tu es quelqu'un qui a une fierté. Puis moi, j'ai beaucoup de fierté. Je suis quelqu'un de très fier. Que tu sois un joueur de hockey, un combattant. Pour être un combattant, j'avais peur, pas nécessairement de me faire blesser gravement, mais j'avais peur de mal performer, de me faire humilier. C'est la même chose, j'imagine, pour un joueur de hockey. Tu veux pas te faire humilier, tu ne veux pas mal livrer la performance. Tu veux faire ta job. Tu veux pas qu'on te pointe du doigt et dire hey, c'est à cause de lui qu'on a perdu.
que ce soit dans n'importe quoi, c'est normal d'avoir peur. Le monde, des fois, ils ont peur de dire qu'ils ont peur. Moi, j'ai pas peur d'avouer que j'ai peur. Le psychologue en anglais, souvent, quand je demandais de l'aide pour des psychologues, il me disait « Ah, arrêtez de dire que t'as peur, t'es excité. » En anglais, il dit « You're excited. » Ça s'applique pas pour moi. Je suis pas excité. Je suis excité s'il fait moins 20 à Montréal, puis je sais que la semaine prochaine, je m'en vais en vacances à Miami, dans le sud, à la plage. Je suis pas excité d'aller me battre dans une cage en ne sachant pas si je vais me faire blesser gravement et me faire humilier. Ça, je suis pas excité, j'ai peur. Puis je pense pas qu'il y a rien de mal à avoir peur. La peur, en fait, je me suis rendu compte avec le temps, je pensais qu'à un moment donné, quand j'étais plus jeune, je me disais que c'était pour partir. Puis avec le temps, j'étais pour devenir plus courageux. Mais je me suis rendu compte que la peur, elle s'en va jamais. Puis au contraire, c'est de pire en pire parce que chaque événement est de plus gros en plus gros quand tu as du succès. Alors, la peur, pour moi, la peur, c'est mon ami. La peur, elle m'aide à avoir un meilleur temps de réaction. Elle m'aide à être plus concentré. Elle m'aide à être plus explosif aussi. La peur, c'est comme le feu. Tu peux utiliser le feu pour cuire ton repas, pour manger, mais aussi tu peux te brûler avec. C'est important d'utiliser la peur de la bonne façon. Puis la peur, c'est ton ami. C'est sûr qu'à long terme, ça peut avoir des effets négatifs sur ta santé, parce que le stress, c'est pas bon. Mais je pense que tout dans la vie, pour que tu aies une amélioration, il faut que tu aies un stress. Puis la peur, il faut réaliser ça, que c'est quelque chose qui peut être notre ami, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, c'est quelque chose de très positif. Wow, c'est très bon pour les jeunes qui nous écoutent à la maison, là. J'aimerais savoir, parce que tu as l'air d'un gars extrêmement profond, qui te connaît toi-même très bien. C'est sûr que tu as appris beaucoup par les expériences que tu as vécues. Mais aussi, y a-tu tu parlais de psychologue, oui. Tu parlais de neurosciences dans ton entrevue avec aussi Joe Rogan. La science là-dedans s'en va où, tu penses, pour gérer ça? Mais toi, tu as appris à gérer ces émotions comment? Là, tu te dis, OK, bien, la peur, ça m'aide comme ça. Il y a un processus, une courbe d'évolution. Qu'est-ce qui t'a aidé à mieux te connaître puis à devenir qui tu es présentement? Bien, je pense que il faut apprendre à se connaître. Puis souvent, ce que je dis aux jeunes, en relation avec ça, le sport, c'est sûr qu'on peut échouer dans la vie. Moi, j'ai échoué plein de fois dans la vie. Mais l'important, c'est de se relever, puis de réessayer encore, puis de s'améliorer. Souvent, je me fais arrêter dans la rue, souvent par des parents avec leurs enfants, puis ils me disent « Hey, Georges, ça, c'est le futur champion du monde. As-tu un conseil à lui dire? » À chaque fois, je les choque quand je leur dis ça, parce que je regarde le jeune, puis je lui dis « Hey, tu vas à l'école, toi? » Il me dit « Oui. » Je dis, ben, sois bon à l'école, puis étudie, puis fais tous tes devoirs. C'est ça qui est le plus important. Puis les parents sont surpris parce qu'ils veulent que je leur donne des conseils reliés au combat. Mais ce que je peux dire aux jeunes, c'est que oui, l'entraînement, c'est bon, mais mettez pas toutes vos œufs dans le même panier. Gardez-vous une porte de sortie. Allez aux études, restez aux études. Puis c'est normal, quand on est aux études, des fois, on n'est pas motivé. Puis moi, j'étais pareil parce que je savais pas dans quoi aller, dans quoi m'aligner. Je me connais. On n'est pas la même personne à 15 ans qu'on l'est à 20 ans, puis à 25 ans, puis à 30 ans, parce qu'on change en tant qu'homme. Par contre, si vous mettez toutes vos œuvres dans le même panier, puis vous vous concentrez seulement à être un combattant, ou même à faire au hockey, au baseball, au basketball, si vous n'avez pas d'études, puis là, vous arrivez à 30 ans, puis vous vous rendez compte que votre carrière va nulle part, il est trop tard. Vous n'avez rien sur quoi vous pouvez retomber pour vous reprendre. Donc, ce que je dis aux jeunes, c'est que oui, c'est bon faire du sport, des arts martiaux, jouer au hockey. Votre but, c'est d'essayer d'être dans la Ligue nationale. Allez-y, puis allez-y à fond. Par contre, gardez-vous une porte de sortie. Restez aux études. Même si c'est quelque chose qui ne vous passionne pas, qui n'est pas votre choix numéro 1, mais peut-être qu'un jour, vous allez vous développer une passion pour laquelle, en ce moment, vous ne connaissiez pas. Puis c'est ça qui est important, je pense, d'avoir une assurance. Faites du sport, mais il y en a comment du monde? Il y en a comment des Maxime Talbot? Il y en a comment des Georges Saint-Pierre, des Bruno, tu sais, il y en a comment qui réussissent à aller dans la Ligue nationale, à aller au UFC? C'est très, très rare. Je sais que vous pouvez en parler, vous autres aussi. C'est la même chose
en arts martiaux mixtes puis au hockey. Moi, c'est un film, je connais ce film-là, je l'ai vu plusieurs fois, puis malheureusement, pour la plupart du temps, ce film-là que j'ai vu d'un jeune qui veut qui va être professionnel dans son sport, ça n'a pas une bonne fin. Donc, les chances de réussite sont extrêmement minces. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. Si tu fais les sacrifices, puis tu travailles fort, puis tu as le talent, puis tu es chanceux, peut-être que tu vas y réussir. Mais garde-toi une assurance. Reste aux études. C'est ce que je conseille aux jeunes qui nous écoutent. Et c'est un conseil judicieux, excellent conseil. Puis moi, je veux savoir, Georges, parce que là, tu parles, puis on parle de succès. Il y a beaucoup qui vont regarder là, ta page Wikipédia, puis ils vont parler le succès. Georges Saint-Pierre, temple de la renommée pour ce qui est des arts martiaux. Toutes les ceintures que tu as eues, c'est facile, c'est un titre, ça flash. Puis des fois, on va lier ça au succès. Mais si je te pose la question à toi, Georges Saint-Pierre, c'est quoi pour toi le succès? Puis c'est quoi le la legacy là, que tu laisses d'un Georges Saint-Pierre, puis tu dis « Hey, j'ai réussi parce que ça, c'est du succès ». Moi, ma vie, en fait, le succès, oui, de ma carrière professionnelle, c'est bien, j'ai eu des titres et tout. Mais ma vie professionnelle, à comparer de ma vie privée, là, elle est rien. Ma vie privée est 1 million de fois mieux que ma vie professionnelle. Ma vie privée, je la garde toujours privée. Mais la vie professionnelle, la raison pour laquelle j'ai eu une vie professionnelle, en fait, c'est pour acquérir une certaine liberté. Moi, je l'ai fait en passant par le combat parce que j'avais un talent là-dedans, puis j'ai travaillé fort, puis c'était ma passion. Il y en a qui le font avec le hockey, il y en a qui le font que c'est des ingénieurs, il y en a qui le font que c'est des professeurs, il y a différentes façons d'y arriver. Moi, je l'ai fait, puis j'ai acquis une certaine liberté, puis là, j'adore ma vie. Je récolte ce que j'ai semé toute ma vie en ce moment, puis je me considère extrêmement chanceux. Extrêmement chanceux. Mais il faut savoir faire le bon choix dans la vie. Tu sais, des fois, il y en a qui vont frapper un mur. Puis peut-être que le choix qu'ils ont pris, c'est pas le bon choix. Ou peut-être aussi qu'ils ne travaillent pas assez fort puis qu'il faut qu'ils travaillent plus fort. Tu comprends? C'est pour ça que pour moi, tout ce que j'ai fait dans ma carrière, dans ma vie, c'était en fait pour obtenir ce que j'ai en ce moment. C'est avoir une liberté, peu importe ce qui est ton but dans la vie, tu vas avoir une famille, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une grosse maison, une certaine autonomie financière. Mais il faut que tu fasses des sacrifices pour arriver là. Puis moi, j'avais un but dans la vie, puis j'ai fait des sacrifices pour y arriver, puis maintenant, je suis très, très heureux, puis c'est important aussi d'être heureux de ce qu'on a accompli, mais je pense aussi il faut toujours se garder motivé, avoir un but, faire quelque chose, ne jamais être satisfait dans la vie. Parce qu'un coup que tu es satisfait, ben là, c'est que tu t'assois et tu es prêt à mourir. Moi, je suis pas satisfait. Je suis heureux de ce que j'ai, mais je me fixe toujours des nouveaux objectifs. Puis, comme je disais avant, que je les atteigne ou non, c'est pas ce qui est le plus important. C'est toujours d'avoir un objectif puis d'essayer de s'améliorer en se rapprochant de cet objectif-là. La satisfaction, c'est la mort du désir. Satisfaction is death of desire en anglais. Dans Californication, il disait ça, c'était excellent. Un excellent TV show en passant. Écoute, encore là, je veux revenir moi sur ton côté, parce que là, tu nous parles, puis j'ai le goût d'aller... Pas j'ai le goût d'aller me battre, j'ai le goût d'aller jouer une game. Ah ouais, let's go. Mais tu sais, tu m'amènes beaucoup de motivation, des émotions, comme quand je jouais, comme un entraîneur. Inspirant. Inspirant. T'as un côté spirituel, Georges. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans la méditation, dans la respiration, tout ça. Est-ce que ça fait partie de ton régiment admettons, qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Moi, ce que j'aime faire, j'ai un bain de glace. Je fais beaucoup d'expositions à l'eau glacée. Le monde qui me connaît, il pense que je suis complètement cinglé. Mais je crois sincèrement que ça aide à rendre mon système immunitaire plus fort. Ça m'aide aussi avec l'inflammation dans mes articulations, ma récupération.
Ça m'aide aussi au niveau thérapeutique pour me sentir bien dans ma peau parce que le fait que quand je me plonge dans mon bain de glace, je ressens un inconfort extrême. C'est extrêmement inconfortable. Quand tu arrives à te concentrer et à respirer par le nez dans cette zone d'inconfort, ça arrive à un certain point à devenir normal. Donc, l'inconfort devient normal. Et quand tu finis ton bain de glace et que tu sors, tu ressens un plaisir au niveau du physique. C'est comme si le plaisir vient du fait que tu t'es mis dans une position inconfortable. Et ça joue beaucoup sur les émotions et le bien-être au niveau psychologique pour moi. C'est la meilleure façon que je peux le décrire. C'est de se mettre dans une zone d'inconfort et après ça, quand on y sort, là, on réalise à quel point qu'on est bien dans la vie. Parce que des fois, on réalise pas, on respire de l'air, on mange. La même chose quand je fais des jeûnes. Quand je fais des jeûnes des fois de 3 jours. Mon premier repas que je prends après mon jeûne, là, je l'apprécie, puis il goûte vraiment bon. Mon repas est meilleur que celui de tous les autres autour de la table qui mangent en même temps que moi, parce que moi, j'ai jeûné pendant 3 jours. Donc, c'est un peu le même principe. C'est pour apprécier ce que j'ai, je me mets dans une zone d'inconfort. Comme ça, je réalise à quel point je suis heureux puis que je suis bien dans ma peau. Écoute, je suis au milieu d'un jeûne de 3 jours présentement. Alors, je te comprends. Et j'ai un bain de glace chez nous. Et c'est être confortable dans un état inconfortable. Et ça te rend plus fort. Comme tu dis, ça donne confiance beaucoup. Là. Mais le lien se fait directement parce que tantôt, tu parlais que c'est bon le stress. Puis ça, c'est des stress, que ce soit un entraînement intense ou un bain de glace, ou c'est des stress que tu amènes à ton corps, mais des petits courts stress qui font réagir. Puis là, tu parlais ça booste le système immunitaire. Ta réponse à ça, après ça, devient que tu apprécies après. Mais c'est des petits stress qui fait que le corps a réagi positivement. Ce qui est néfaste du stress, c'est quand c'est sur le long terme. Ouais. Exactement. Et tout stress crée une amélioration. Quand on va dans le sauna ou quand on va dans les bains de glace, tu as des heat chuck protein, tu as des cold chuck protein. Puis ça, maintenant, les études ont prouvé que c'est très, très bon pour le corps. Alors, tu as des effets bénéfiques aussi. Quand tu vas dans de l'eau, quand tu fais une immersion à l'eau glacée, tu brûles des tissus bruns, des brown fatty tissues. Donc, ça brûle des gras aussi qui sont très difficiles à brûler quand tu fais un workout. Alors, tu as plein d'avantages à ça, de te mettre dans une situation de stress. C'est la même chose quand on lève des poids, on fait des poids et haltères, on crée un stress sur notre corps pour que notre corps s'ajuste et s'améliore. On crée de la masse musculaire. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, le corps. Le stress fait partie de notre vie et de notre environnement. Écoute, en début d'entrevue, Georges, tu parlais de la confiance. J'aimerais qu'on retourne un peu au début de ta carrière et même la raison pourquoi, pour les gens qui ne savent pas à la maison, pourquoi tu as commencé le karaté. Puis tu nous parles un petit peu de l'intimidation que tu as vécue en étant jeune, peut-être. Moi, j'ai commencé à faire du karaté, c'était pour un autodéfense. Parce que j'étais victime d'intimidation à l'école. J'étais très jeune, quand j'avais environ 6-7 ans, 8 ans, j'avais des problèmes à l'école. Au lieu de me concentrer sur ce que le professeur il racontait en avant au tableau, je pensais comment j'étais pour faire pour prendre mes cahiers, mon sac et sortir, me rendre à l'autobus sans me faire casser la gueule. Puis, ça a duré quelques années. Par contre, les arts martiaux, quand j'ai commencé à faire des arts martiaux, j'ai commencé par le karaté. Je suis devenu très, très doué, très vite, parce que j'aimais beaucoup ça. J'avais aussi des aptitudes physiques à ce sport-là. Et j'ai commencé à être très bon dans les compétitions. Je gagnais des médailles. Et le dojo où je m'entraînais, ça a été pour moi un des endroits où je me sentais le mieux parce que je me sentais en sécurité puis je me sentais valorisé aussi à cet endroit-là. Donc, les arts martiaux, ça a commencé par une autodéfense. Après ça, ça a été une passion. Et puis après, ça s'est transformé en business. Maintenant, c'est comme ça que j'ai gagné ma vie.
avec ça. T'as-tu déjà revu les gars ou les gens qui t'intimidaient à l'école? J'en ai déjà vu quelques-uns. Il y en a un que j'en ai vu, malheureusement pour lui, il demandait de l'argent au coin de la rue Sherbrooke-Saint-Laurent. Puis lui, c'était un jeune qui s'en prenait à moi dans l'autobus. J'avais des problèmes avec lui dans l'autobus. Il me frappait. Puis, quand on est jeune, puis on a environ 7 ans, puis il y a un autre jeune d'environ 10 ans qui s'en prend, il y a 3 ans de différence. C'est pas quand on est comme à l'âge adulte, puis il y a quelqu'un qui a 25 ans, puis l'autre a 28 ans. Quand on est jeune, la différence est énorme à cause de la croissance. Donc, le jeune, il était plus fort que moi. Puis, il s'en prenait à moi dans l'autobus, puis je revenais souvent à la maison avec des graphings dans le visage à cause que je recevais des coups et tout. Puis, j'ai jamais rien dit à mes parents à part une fois. Une fois, mon père m'a pris sur le mur, puis il m'a dit « Hey, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi tu as des marques au visage? » Puis là, je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un qui me frappait dans l'autobus. Moi, je viens d'un petit village de Saint-Isidore, donc tout le monde se connaît. Ça a été facile pour mon père de retracer c'était qui le petit garçon. Puis qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir il est allé cogner à la porte où le petit garçon il vivait. Puis il a parlé à son père. Il a dit pouvez-vous dire à votre garçon d'arrêter de faire mal à mon enfant parce qu'il faut qu'il se concentre sur l'école. Ça, il est revenu. Puis quand il est revenu, il m'a dit que quand il est allé voir le papa de l'autre petit garçon, il semblait dire que ça sentait beaucoup l'alcool, que ce petit garçon-là, il vit seulement avec son père. Puis je me suis rendu compte aussi que probablement, la façon que ce garçon-là a appris à communiquer, c'était probablement avec les coups parce qu'il se faisait probablement battre par son père parce qu'il y avait aussi des marques. Quand il arrivait à l'école, il y avait souvent des marques au visage et tout. Donc, moi, j'étais juste un dommage collatéral. Et ça m'a fait comprendre bien des choses. Et puis, bon, j'avance dans le temps. Plusieurs années après, je conduisais ma voiture sur boulevard Saint-Laurent, puis j'ai vu cet homme-là. Puis il m'a demandé de l'argent. Puis quand il m'a demandé de l'argent, je l'ai regardé, puis j'ai vu dans ses yeux qu'il m'a reconnu. Il a comme eu peur, parce que maintenant, il m'a sûrement vu à la télé ici. J'ai garé mon véhicule sur le côté, puis je voyais que dans son langage corporel, là, il avait peur. Là, j'ai dit, écoute, je suis pas là pour te faire mal. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Là, il m'a dit, hey, il dit, ça va pas bien, Georges. J'ai des problèmes. J'ai dit, OK, c'est correct. J'ai dit, mais moi, quand j'étais jeune, c'était toi qui étais le gars le plus cool de l'école. On voulait tous être comme toi. Là, regarde, t'es dans la rue en train de mendier comme ça. Il dit, t'as pas honte? Tu sais, t'as tellement de potentiel, tu pourrais faire n'importe quoi que tu veux. Il dit, ouais, mais les choses vont pas bien. Là, j'ai donné le reste d'argent que j'avais dans mon portefeuille. Il dit, c'est correct, mais je veux plus te voir. Je veux plus jamais te voir ici, sinon ça va aller mal. Là. Tu vas te trouver un travail, fais quelque chose de ta vie, tu sais. T'as pas d'excuses. Je suis parti. Puis ce gars-là, quelques mois après, il est venu cogner chez mes parents. Parce que je viens d'un village où tout le monde se connaît. Parce qu'il savait d'où j'ai grandi, puis il voulait me parler. Mais mes parents ont dit, Georges, j'habite plus ici, ça fait des années. Et là, il m'a laissé un message. Il a dit, je voulais juste faire un message à Georges, comme quoi il m'a parlé, puis ça m'a motivé. Maintenant, j'ai un travail, puis tout va bien. Fait que maintenant, je suis vraiment content que tout aille bien. Mais il y a une mauvaise fin à cette histoire-là. Oh non! Il n'y a pas très longtemps, malheureusement, conduisait encore sur la route à un coin de rue, puis je l'ai revu encore demander de l'argent. Puis là, quand j'ai baissé la fenêtre, je disais, hey, qu'est-ce que tu fais là encore? Il dit, ça va vraiment pas bien. Mais là, je n'y ai pas donné d'argent cette fois-là. Non, c'est ça. Il n'a pas compris de ses erreurs, hein? Oui, quand j'avais fait le podcast à Joe Rogan, cette fin d'histoire-là, c'était pas produite, mais. Heureusement. Ah non, non. Écoute, Georges, on sait que on est deux anciens joueurs de hockey. On sait que tu es un fan de hockey. Tu parlais de Wayne Gretzky comme étant de GOAT. C'est quoi ta relation avec le hockey présentement? Tu regardes tous les matchs des Canadiens? C'est qui ton équipe préférée? Est-ce que tu suis le Canadien cette année? J'ai pas vraiment suivi à cause de la pandémie.
Et je suis plus le hockey quand c'est les séries éliminatoires. Je suivais beaucoup plus avant quand j'étais plus jeune. Wayne Gretzky, Esa Tikkanen, Jari Kurri, Grant Fuhr. C'était vraiment les années que je suivais beaucoup plus le hockey. J'ai suivi aussi par après quand c'était Mark Messier était là, puis qu'il a amené la Coupe Stanley aux Oilers d'Edmonton. J'ai toujours été un fan des Oilers d'Edmonton. J'aime aussi le Canadien, bien sûr, parce que ça marche, ça fait tourner l'économie, surtout quand il y a les séries éliminatoires et tout ça. Mais ça fait, à cause j'ai été tellement occupé durant les dernières années, j'ai pas eu le temps vraiment de suivre ça. Mais j'aime bien aller voir un match quand j'ai la chance. Un match de hockey à Montréal. Où, je suis allé aussi la dernière fois, j'étais au Madison Square Garden, puis j'ai rencontré Mark Messier en personne. Il était vraiment super gentil. Puis j'aime aller, mais je dois dire quelque chose, c'est que voir un match de hockey à Montréal, puis de voir un match de hockey, par exemple, n'importe où ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres pays, il y a seulement les États-Unis, c'est pas pareil. À Montréal, c'est vraiment spécial. L'atmosphère, l'ambiance qu'on a ici, c'est vraiment quelque chose d'unique. Ouais. Est-ce que c'est comparable aussi quand tu te battais? Parce que tu t'es battu à Montréal quelques fois. Est-ce que tu sentais ça différemment? Parce qu'il y avait des grosses venues que tu as faites à Vegas, etc. Mais quand tu venais de te battre à Montréal, cette ambiance-là, est-ce que ça c'est réciproque au sport de combat? La foule la plus bruyante que j'ai vue de ma vie, c'était à Montréal quand je me suis battu contre Matt Serra pour mon match revanche. C'était la foule la plus bruyante que j'ai vue de ma vie. C'était incroyable. Puis même d'ailleurs, j'ai parlé avec Matt Serra il n'y a pas très longtemps, puis il sait ce qu'il m'a dit aussi. Il dit Georges, j'ai jamais vu ça de ma vie. Même moi, c'est comme quand tu es dans une discothèque puis tu es à côté d'un speaker, là, tu sens les vibrations, mais je chantais ça sur chaque centimètre de mon corps. C'était absolument incroyable. Ah ouais. Tu sais, il y a des dangers, veux pas, dans ton sport. On en parle au hockey de plus en plus, les commotions cérébrales. Dans l'UFC, comment ils gèrent ça? Est-ce qu'il y a un programme pour les anciens athlètes? Est-ce que tu en as fait beaucoup? Est-ce que ça te fait peur un peu pour le futur? En fait, avant que je fasse mon retour contre Michael Bisping, j'avais fait un examen avec Dr. Cantu à Boston, qui est un spécialiste. C'est lui qui travaille avec les joueurs de la NFL, les joueurs de football qui ont des problèmes avec les commotions cérébrales. Puis, avec son examen, il m'a dit, Georges, il n'y a rien qui m'indique en ce moment que tu vas avoir des problèmes. Par contre, la technologie, aujourd'hui, n'est pas capable de prévoir avec exactitude à savoir si un athlète va avoir des problèmes dans le futur. Alors, moi, ça me fait pas peur. Moi, surtout, ce qui me faisait peur dans mon sport, c'était le stress. Parce que c'est ce qui allait me chercher le plus. Et j'ai toujours été intelligent à l'entraînement, même dans mes combats. Je suis pas quelqu'un qui a fait... J'ai eu des combats difficiles, mais je suis pas quelqu'un qui a fait des guerres toute ma vie. Il y en a qui font des guerres non seulement dans les combats, mais ils le font aussi à l'entraînement. Puis ça, c'est encore pire parce que le combat, tu vas en avoir peut-être 2-3 par année, mais l'entraînement, tu le fais à chaque jour. Et j'ai vu beaucoup d'athlètes, malheureusement, laisser leur carrière dans le gym puis vraiment se tuer dans le gym, malheureusement, si je peux utiliser l'expression. Est-ce que, dans ce moment-là, est-ce que c'était très important pour toi de bien t'encadrer pour ça? Parce que j'imagine que tu es un jeune loup au début qui a du talent. Bien, ils vont te charrier à gauche puis à droite, vont essayer de t'amener, puis là, tu vas rencontrer d'autres qui font ça d'une certaine manière, puis là, tu vas rentrer dans ces entraînements-là, puis là, que ça devient rough. Est-ce que ça a été important pour toi de t'entourer rapidement de bonnes personnes intelligentes pour justement préserver puis t'aider à avoir une longue carrière? J'ai eu la chance d'avoir des mentors exceptionnels dans ma vie, puis des gens qui m'ont enseigné vraiment d'une façon intelligente. Et, tu sais, c'est bon d'être tough dans la vie, mais tu veux pas utiliser ton toughness tout le long de ta carrière. Tu peux l'utiliser des fois quand le combat est serré, puis ça te prend ça pour réussir, mais tu veux pas utiliser ça. Tu veux pas gagner tes combats à cause que t'es tough. Parce que tu prends beaucoup de dommages en étant tough. C'est pas quelque chose que je recommande aux jeunes. C'est la même chose au hockey, au baseball, au baseball, peut-être pas au baseball, mais au football, les sports de contact.
c'est mieux d'être intelligent, puis de ne pas te faire frapper, puis de prendre le moins de dommages possible. Écoute, Georges, tu es tellement généreux de ton temps. J'en ai une dernière pour toi. Moi, si tu pouvais retourner dans le temps, mettons Georges Saint-Pierre qui a 19-20 ans, puis tu avais la chance aujourd'hui d'aller parler à ton Georges Saint-Pierre de 20 ans, quel conseil tu lui donnerais? Je lui dirais de ne pas trop s'en faire avec les choses que je contrôle pas, de se concentrer seulement sur les choses que je peux contrôler et que tout va bien aller. Puis, j'ai l'impression aussi que j'ai fait trop de volume d'entraînement dans ma carrière. J'aurais fait peut-être moins de volume. Des fois, je me sentais brûlé psychologiquement parce que j'étais déjà brûlé physiquement. Alors, c'est une des choses que je changerais, c'est de peut-être faire moins de volume puis de me concentrer sur les bonnes choses sur lesquelles j'ai le contrôle au lieu de me concentrer sur des choses que je contrôle pas puis de me stresser avec ça. Wow, Georges, cette entrevue-là est remplie de sagesse. Il va falloir absorber le tout. Merci beaucoup de ta générosité. C'était exceptionnel. Bonne chance. J'ai hâte de te voir à gros écran, mais qu'on puisse retourner dans un cinéma avec un popcorn, te voir être le méchant dans ces films-là. Merci beaucoup, les gars. Faites attention à vous. Super gentil. Merci Salut, beaucoup. merci beaucoup. Oh, wow. Quelle légende. Et puis, un peu en lien avec ça, quand tu parles de conseils, là, il parlait de sa gestion du stress avant ses combats dans l'entrevue avec Joe Rogan, puis il parlait à quel point il devenait stressé, puis là, il dormait pas les jours avant le combat, puis ça venait dur, puis il faut que tu sois en forme, il faut que tu sois bien reposé. Puis une des choses qui le calmait le plus, qui l'aidait, c'est qu'il embarquait dans un véhicule, peu importe il était où, à Vegas où il allait avoir le combat quelques jours avant, puis il se promenait dans la rue. Puis juste aller voir le monde qui font leur commission, qui vont au travail, qui vont chercher les enfants à l'école, tu sais, le monde qui passe à leur vie normale, puis il se disait... À chacune personne, il voyait, elle dit, elle sort de la pharmacie, elle a fait ses commissions. Elle s'en fout si je gagne ou pas demain. C'est pas grave. On n'entendra jamais parler. Fait que pour juste changer sa perception, dédramatiser ce qu'il est en train de vivre. Parce que des fois, quand tu es pris, tu as le nez dedans, tu vois ça tellement gros. Fait que c'était sa façon de reculer en arrière, de dire, wow, attends une minute. Eux autres, ils s'en foutent de tout. C'est de mettre les choses en perspective. Hein? Puis c'est ça. J'adore quand il parle aussi qu'il a fait du acting toute sa vie. Tu sais, parce qu'il vivait avec une peur extrême avant d'entrer dans le ring. Mais là, il faut qu'il monte en façade. Tu sais, moi, j'imagine toujours quand ils font la pesée officielle puis ils se serrent la main puis les deux sont un face de l'autre. Ouais. C'est sûr que les deux ils ont peur, mais tu les vois, ils sont de glace. Alors, c'est super intéressant. Écoute, Georges, ça fait, comme je te dis, 20 ans, là, je m'entraînais au même gym que lui. Dans le temps, c'était à Delsun, je crois, au Proform avec Marc Lambert. Puis, on a la chance de se côtoyer. Puis j'ai tellement toujours eu beaucoup de respect et je pense que tout le monde au Québec, c'est une fierté. Ce qui est encore... Puis j'aime de la façon qu'il le fait parce que c'est un combattant, mais c'est un gars qui est fier, c'est un gars qui est respecté à travers le monde. Et on lui souhaite vraiment la meilleure des chances pour ses... On a hâte de le voir au cinéma. C'est intéressant. Ah, mais c'en est un autre des produits québécois, des fois. Moi, je me rappelle parce que tu me parlais que tu t'entraînais avec lui. Puis quand il y avait un combat, on regardait son combat. Puis il était une vedette à Vegas ou peu importe. C'était une vedette partout où il allait. Puis là, il revenait au Québec, puis personne ne le connaissait. C'est un produit on d'ici. sortait, mettons, puis là, il était là, puis il prenait son verre comme exactement. Ah non, comme n'importe qui. Hein? Puis là, il s'en allait à Vegas, puis là, dans les rues, puis ça prenait la sécurité, puis ci, puis ça. C'est Georges Saint-Pierre, puis... Ici, il faisait ses commissions dépanneurs comme si de rien n'était. Le connaissant, je pense qu'il y a mieux ça comme ça aussi. Ouais. C'est bien correct. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été super intéressant. Et la semaine prochaine, on a un autre invité de marque. On jase avec une autre légende, Martin Brodeur.